Traoré ne joue plus le rôle du leader militaire. Il cible maintenant l'ordre économique. Ce n'est pas une nuance, c'est une transformation qualitative du conflit entre l'Afrique et l'Occident. Traoré accélère la renégociation des contrats miniers au Burkina Faso, augmente la part de l'État dans les mines d'or et les ressources stratégiques et utilise un langage explicitement anti-français centré sur le colonialisme économique et la souveraineté pan-africaine. Les déclarations officielles parlent de réformes économiques, mais en coulisses, des négociations dures avec les entreprises occidentales sont en cours. Et si ce modèle est imité au Mali, au Niger, en Guinée, l'ordre économique Afrique-Occident vacille en chaîne. Cette analyse va vous démontrer pourquoi cette manœuvre est bien plus grande qu'elle n'en a l'air. Premièrement, Traoré fait quelque chose pour la première fois. Il ne se contente pas du rôle de leader de coups militaires. Il devient un révolutionnaire ciblant l'ordre économique hérité de la colonisation. Deuxièmement, l'or n'est pas juste une ressource parmi d'autres, c'est le système dollar, c'est l'équilibre des réserves des banques centrales occidentales, ce sont des intérêts corporatifs qui génèrent des milliards de profits. Troisièmement, l'alliance des États du Sahel crée une coordination qui protège ces manœuvres. Si Mali, Niger, Burkina bougent ensemble, l'Occident ne peut pas riposter efficacement. Et quatrièmement, les médias occidentaux utilisent l'étiquette junte militaire pour rendre les manœuvres économiques de Traoré invisibles, évitant ainsi de créer la sympathie qu'un nouveau Lumumba générerait. Commençons par ce que Traoré fait concrètement. Le Burkina Faso accélère la révision des contrats miniers signés il y a des décennies. Contrats qui donnent à l'État burkinabé une part minimale des revenus, souvent 10% ou moins, pendant que les entreprises étrangères emportent 90% des bénéfices de l'exploitation de l'or. Traoré dit maintenant non. Nous voulons augmenter la part de l'État. Nous voulons renégocier. Et si les entreprises refusent, nous avons d'autres options. Nationalisation, expulsion, remplacement par des partenaires qui acceptent les nouvelles conditions. Russie, Chine, Turquie sont prêts à accepter des conditions que les entreprises occidentales refusent. Donc Traoré a un levier, il n'est pas isolé, il a des alternatives et les entreprises occidentales le savent. Et le langage utilisé est révolutionnaire, pas technocratique. Colonialisme économique, ces mots sont choisis délibérément parce qu'ils résonnent avec les populations africaines qui ont grandi en voyant les ressources de leur pays exportées pendant qu'elles-mêmes restent pauvres. Ce langage est pan-africain, pas seulement burkinabé ou sahélien. C'est un appel qui traverse les frontières. Et Traoré construit ainsi une légitimité qui dépasse le Burkina Faso, se positionnant comme le leader qui ose dire ce que beaucoup pensent mais n'ose pas exprimer. Nos ressources nous appartiennent, nous ne serons plus exploités, la souveraineté commence par le contrôle économique. Et maintenant, la dimension historique, ce schéma n'est pas nouveau. Patrice Lumumba l'a fait au Congo en 1960, ciblant le contrôle belge des ressources minières, assassiné 6 mois après son élection. Thomas Sankara l'a fait au Burkina Faso, lui-même en 1983, nationalisant les ressources et réduisant la dépendance aux entreprises françaises, assassiné en 1987. Muammar Kadhafi l'a fait en Libye, nationalisant le pétrole, tué en 2011. Le schéma est clair, les leaders africains qui ciblent l'ordre économique ne survivent généralement pas longtemps, soit renversés par des coups d'État, soit assassinés, soit détruits par des sanctions économiques qui rendent leur pays ingouvernable. Et Traoré connaît cette histoire, il sait ce qui est arrivé à Lumumba, à Sankara, à Kadhafi, et il fait quand même ce qu'il fait. Mais ce qui rend la situation actuelle différente, c'est le contexte régional. Traoré n'est pas seul. L'alliance des États du Sahel, Mali, Niger, Burkina Faso, forme maintenant un bloc coordonné qui a quitté la CEDEAO et peut coordonner non seulement les politiques militaires, mais aussi les politiques économiques. Si Traoré augmente la part de l'État dans les mines d'or au Burkina Faso, Mali peut faire la même chose avec ses propres mines, Niger peut faire la même chose. Et si ces trois pays bougent ensemble, c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises occidentales de riposter. Elles ne peuvent pas sanctionner 3 pays simultanément sans perte massive, elles ne peuvent pas organiser 3 coups d'État en même temps, elles ne peuvent pas assassiner 3 leaders simultanément. La coordination crée une protection structurelle. Et maintenant, les enjeux pour l'Occident. L'or n'est pas simplement une ressource extractive parmi d'autres, c'est un actif stratégique qui sous-tend le système financier mondial. Les banques centrales occidentales détiennent de l'or comme réserve ultime. Le système dollar repose en partie sur l'or comme garantie de dernière instance. Et les entreprises minières occidentales génèrent des milliards de profits de l'exploitation de l'or africain. Si l'Afrique commence à renégocier les contrats miniers en masse, 3 conséquences structurelles se produisent. Premièrement, les profits des entreprises s'effondrent. Si la part de l'État passe de 10% à 50%, les entreprises perdent 40% de leurs revenus et certaines opérations deviennent non rentables, forçant les retraits. Deuxièmement, l'approvisionnement en or se complique. Si les pays africains nationalisent ou expulsent les entreprises occidentales et les remplacent par des partenaires russes ou chinois, l'Occident perd le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Troisièmement, le précédent devient dangereux. Si Burkina Faso réussit, d'autres pays essaieront. Pas seulement au Sahel, mais en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, partout où il y a de l'or, du cuivre, du cobalt, de l'uranium. Et maintenant, la réponse médiatique occidentale, une invisibilisation stratégique. Les médias occidentaux utilisent systématiquement l'étiquette junte militaire pour Traoré, ce qui produit 2 effets. Premièrement, cela délégitimise, junte signifie illégitime, militaire signifie non démocratique, donc tout ce que Traoré fait devient automatiquement suspect. Deuxièmement, cela rend les manœuvres économiques invisibles. Quand les médias parlent de Traoré, ils parlent de sécurité, de coup d'État, de violence, mais jamais de renégociation de contrats miniers ou de souveraineté économique. Peut-être beaucoup n'ont rien compris, mais ils ne vont pas comprendre grand chose. C'est avec le temps qu'ils comprendront. C'est pourquoi le camarade président Traoré Ibrahim se bat. C'est-à-dire que demain, quand les petits Burkinabés vont se réveiller et ils vont rouler dans les Ferrari, les Ivoiriens seront étonnés, ils diront ce pays-là c'était très pauvre, ce pays-là c'est nous on leur donnait l'énergie, ce pays-là c'est nous on leur donnait à manger, ce pays-là, les ressortissants venaient travailler dans nos champs de cacao. Mais ça serait déjà trop tard, parce que nous on a décidé de coopérer avec le diable en personne, qui était la France et qui est la France. Nous avons décidé de donner nos ressources à 5%, parce que le pétrole baleine, la Côte d'Ivoire, nous l'avons donné
aux Italiens 85% et nous avons 5%. Je ne sais pas qui signe ces gens de contrat-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent à les enfants qui finissent de signer ces gens de contrat-là. Je ne sais pas comment ils font pour dormir. Je ne sais pas si ils se disent qu'ils sont des économistes ou je ne sais pas comment ils font pour signer ces gens de contrat-là. Ou ce ne sont pas des contrats, on leur donne juste, on dit bon voici ça. Et ils n'ont rien à dire. Si c'est ça, mais ne dites pas aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire a 5%. Dites qu'on nous a donné 5%. Là, moins, nos enfants pourront comprendre quelque chose. Parce que quelque chose ne peut pas t'appartenir. Et puis c'est quelqu'un d'autre qui va fixer le prix. C'est ça le président Gbagbo Laurent disait à l'époque. On ne peut pas comprendre que nous sommes premiers producteurs de cacao. Nous et le Ghana, nous deux réunis, nous faisons 40% de la production mondiale. Donc nous allons nous arranger pour qu'on fixe le prix du cacao bon champ en Afrique. Ils ont fait coup d'état sur Gbagbo Laurent. Gbagbo a dit qu'il voulait créer sa monnaie. Mais comme à l'époque il était seul, il n'a pas pu créer cette monnaie-là. Il n'a pas pu sortir de cette France-Afrique. Mais aujourd'hui, nous avons en face l'AES. Et cette AES-là, pour que les gens la puissent la détrôner, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Ils avaient l'intention d'attaquer le Niger. Mais Dieu a fait grâce que le Burkina et le Mali, ils ont dit si vous attaquez le Niger, nous allons répliquer. Et ça a freiné les ardeurs parce qu'ils n'ont pas envie de perdre des militaires. Ils n'ont pas envie de rentrer dans une guerre qui va se terminer comme des colonialistes. Ils n'ont pas envie de salir leur image. Ils ont envie que les Africains fassent le sale boulot. Vous avez vu l'Union africaine imposer des sanctions au Niger, au Burkina et ainsi de suite. Vous avez vu la CEDEAO imposer des sanctions. Mais alors qu'ils n'ont jamais voulu combattre les terreaux aux côtés des Maliens. Mais ils avaient la force d'envoyer un bataillon comme Draman Ouattara avait proposé à l'époque. Ils peuvent envoyer des bataillons pour combattre des militaires qui sont au pouvoir. Mais ils ne peuvent pas envoyer des bataillons pour combattre les terreaux qui, eux, endeuillent des familles. Vous voyez le game. Mais nous comprenons ceux qui sont derrière ces games-là. Ce que le monsieur vient de dire est une réalité. Toutefois qu'un dirigeant a voulu négocier 50-50 avec eux, ils ont toujours refusé. Le président Laurent Gbagbo avait juste demandé, même 35%, c'était trop pour eux. Ils préfèrent les 5%. Aujourd'hui, vous constatez, la Côte d'Ivoire donne 5%, 8%, 10%. C'est déplorable, mais Ouattara a besoin de ça pour garder son pouvoir. Aujourd'hui, tous les dirigeants africains, ils font la même chose. Ils donnent 5% pour eux, les peuples, pour garder leur pouvoir. C'est vraiment triste. Alors qu'ils savent très bien que leur peuple souffre. C'est toujours eux, le peuple, malgré nos richesses, qui demandent l'asile partout dans le monde entier. C'est toujours nous, les Noirs, qui sommes refoulés dans tous les aéroports. C'est toujours nous, les Noirs, qui sommes maltraités, humiliés dans tous les pays.